Merci de rester fidèle au programme de Médion. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief en Afrique face aux opportunités d'affaires et aux investissements de plus en plus croissants dans divers secteurs d'activité. Les gouvernants misent de plus en plus sur les partenariats publics-privés, encore appelé PPP. Le PPP est un partenariat entre le secteur public et le secteur privé visant à réaliser un projet ou un secteur traditionnellement assuré par le secteur public, mais il conviendrait de renforcer l'harmonisation des cadres juridiques entre États africains et de veiller à créer un écosystème favorable aux investissements privés. Quelle contribution des partenariats publics-privés au développement économique de l'Afrique? Dans quelles conditions est-ce que les PPP pourraient constituer dans les pays africains une alternative viable à la dette et à l'aide étrangère au développement? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons d'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner les sociétés et économies africaines. Des progrès importants sont effectués, offrant d'innombrables opportunités et perspectives. Il urge ainsi sur le continent de développer des infrastructures technologiques appropriées pour bénéficier du plein potentiel de l'IA pour un développement durable. Quel défi à relever pour faire de l'intelligence artificielle un catalyseur des transformations africaines? Comment faire de l'IA un accélérateur de croissance en Afrique? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Dr Souleymane Keita, vous êtes enseignant-chercheur, également aujourd'hui spécialiste en économie des finances publiques. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Davda, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je me présente ici pour éclairer effectivement l'opinion publique nationale et internationale sur les questions d'actualité économique. Un plaisir toujours tout aussi partagé. Et en face de vous, vous avez un juriste, M. Donatien Boulingi. Vous êtes juriste consultant, également analyste. Merci beaucoup Donatien d'avoir également répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'en reviens à Dr Keita. Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui du développement croissant aujourd'hui des partenariats publics-privés, surtout dans le développement d'infrastructures et de services sur le continent? Ok, d'abord, merci beaucoup. Quand vous parlez de développement de partenariats publics-privés en Afrique, il faut peut-être faire un petit rappel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème du partenariat public-privé, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut peut-être remonter depuis la période post-coloniale déjà. Et il y a eu ce qu'on appelle un engouement par rapport effectivement à ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Et d'abord, il faut rappeler, c'est quoi le partenariat public-privé? C'est-à-dire c'est un accord contractuel justement entre l'administration publique centrale, c'est-à-dire l'État ou les collectivités, et une entreprise privée. Donc, soit dans le cadre de financer un projet, soit dans le cadre d'exploiter un projet, soit, n'est-ce pas, de continuer la gestion d'un projet public. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut constater, donc, comme je vous dis, c'est un rappel historique que je vais faire d'abord, avant de rentrer effectivement au vif du sujet. Pendant la période coloniale, il est arrivé effectivement que l'administration coloniale qui était là, dans le cadre, n'est-ce pas, de financement de certain nombre d'infrastructures, comme le chemin de fer Dakar-Niger, par exemple, l'État colonial ne pouvait pas le faire tout. Ils ont mis en place ce qu'on appelle un système de partenariat public pour permettre effectivement à des entreprises privées, françaises, espagnoles, anglaises, pouvoir financer effectivement ce projet et après donner la gestion, n'est-ce pas, à ces entreprises privées pour continuer la gestion, n'est-ce pas, de ces infrastructures. Donc, ces modèles de PPP datent de bien avant même les... Bien avant les indépendances, justement, c'était un modèle qui était là. Mais justement, au lendemain des indépendances, justement, les nouveaux États indépendants en 1960, on a assisté effectivement à un processus de nationalisation, n'est-ce pas, de ces entreprises, dont la concession maintenant qui était réservée aux entreprises privées étrangères, c'est revenu effectivement à l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est-à-dire que ça, je ne vous parle des années 60. Mais dans les années 80, rappelez-vous avec le programme d'ajustement structurel, lorsque l'Afrique était dans une situation de balance commerciale complètement déficitaire, et l'une des recommandations phares, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds, FMI et Banque mondiale compris, c'était de dire quoi? Moins d'État, mieux État. C'est-à-dire que donc, ce qu'il fallait, il fallait que l'État, pour que l'État ait ce qu'on appelle la plénitude, n'est-ce pas, de sa puissance publique, il faudrait que l'État soit moins présent, n'est-ce pas, dans les activités économiques. Donc, ça veut dire quoi? Toutes les entreprises maintenant que l'État avait nationalisées, il fallait, n'est-ce
pas, les privatiser. Donc maintenant, c'est ça qui est venu maintenant, la deuxième phase, n'est-ce pas, des programmes PPP, partenariat public-privé. Maintenant, à partir de là, maintenant, on a essayé maintenant de voir, dans la mesure du possible, comment le privé, national et international, pouvait s'impliquer, n'est-ce pas, dans la gestion, n'est-ce pas, de certain nombre d'infrastructures qu'on avait sur place. Et déjà, après ça, il y a eu ce qu'on appelle peut-être, bon an, mal an, un certain nombre de réussites dans ces partenaires-là. Il y a eu ce qu'on appelle également un certain nombre d'échecs. Maintenant, à partir des années 2010, donc, il y a eu un nouveau engouement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte également que la plupart de ces États aussi qui avaient en charge effectivement la gestion, n'est-ce pas, de ces infrastructures publiques, et que donc la façon dont il y a eu ce qu'on appelle le passage du public au privé n'a pas été le résultat, n'a pas été au rendez-vous. Donc maintenant, il y a eu une nouvelle vague parce qu'il y a des pays qui ont été des champions, n'est-ce pas, en matière justement de partenariat. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ces pays champions et même pourquoi dans certains pays également les choses n'ont pas marché comme il fallait. Nous reviendrons tout à l'heure sur tous ces points-là. Et Donatien, pour ces PPP-là, à savoir les partenariats publics-privés, appliqués au financement des infrastructures, cela consiste à la réalisation et à l'entretien par une entreprise pour le compte de l'État d'un ouvrage ou un service public qui produit des recettes qui servent à rémunérer aujourd'hui cette entreprise-là. Comment ce modèle de financement, selon vous, garantit-il aux autorités une meilleure répartition, surtout des risques aujourd'hui liés à la gestion ou à la construction de cet édifice-là, ou bien même de ces services-là? Bon, déjà, en termes de bénéfices, c'est comme disait le docteur, en fait, il faut comprendre le principe. Le principe est le suivant. Souvent, ces infrastructures coûtent très cher. Et souvent, l'État n'a pas, on ne dira pas, l'État n'a pas ses moyens. L'État a parfois ses moyens, mais c'est Mais à d'autres parfois à priorités, en d'autres fait. priorités. Donc, il faut prioriser d'abord ce qui est prioritaire, mettre ça en avant, et puis appeler à faire un appel d'offres. Donc, lorsque le partenariat se met en place ici, l'entreprise qui gagne l'offre va ici mettre en place un accord, comme l'a dit le docteur, c'est un contrat qui va être établi entre les parties. Et maintenant, c'est à ce niveau que dans les clauses du contrat, on va repartir les risques et les responsabilités entre les différentes parties et aussi également les profits. On parlera peut-être des redevances qui vont être versées. Et pour ce qui est les risques, avec le modèle que vous venez d'expliquer également, est-ce que cela ne fait pas moins aujourd'hui prendre des risques à l'État, au vu aujourd'hui du fait que ce soit le privé, l'entreprise privée ou le secteur privé partenaire qui en tout cas, pas subit, mais au fait gère plus et plus dans la gestion ou la construction, donc supporte plus les risques que l'État? Non, non, il faut comprendre une chose, attention. Vous savez, l'État a toujours un droit de regard. L'État veille à la gestion et au contrôle. En fait, l'État, c'est le contrôleur et le gestionnaire même. C'est-à-dire que Le garant. c'est le garant, en fait. Donc, l'entreprise qui va travailler pour le compte de l'État par rapport au contrat qui a été établi, sera juste ici question de mener à terme l'œuvre qui va être établie. Maintenant, l'État aura toujours un droit de regard. Donc, l'entreprise peut agir. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle, il y a différentes typologies de concessions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces concessions, pourquoi est-ce qu'il y a une certaine durée? Parce que parfois, ça cause des coûts. Il y a des Ou engagé par le partenaire par le privé. partenaire privé. Donc, souvent, on a des marchés qui, il faut le dire, la plupart des marchés valent des milliards. Donc, il faut une certaine durée. Donc, c'est des concessions qui peuvent aller des fois de 10 ans à 25 ans, voire plus. Exactement. Et par rapport à ces coûts-là aujourd'hui supportés, est-ce que cela n'en revient pas à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que le partenaire a pris des risques, a financé beaucoup d'argent aujourd'hui par rapport à l'infrastructure, même s'il y a eu contribution aujourd'hui de l'État, une façon aujourd'hui pour le partenaire de pouvoir aujourd'hui prendre son retour sur investissement avant aujourd'hui de pouvoir parler de redevances comme vous le disiez tout à l'heure? Et en fait, ce que je dis tantôt, je vais rebondir. En fait, ici, moi, je crois que lorsqu'on dit partenariat public-privé, c'est du gagnant-gagnant. Je ne pense pas qu'il y a une partie qui gagne plus que l'autre partie. C'est-à-dire que l'État, ici, lorsque le docteur l'a précisé, il a parlé de la puissance publique. C'est le rôle de l'État, en fait, de veiller sur le bien-être du pays. Maintenant, lorsqu'il y a ces contrats de partenariat, les clauses vont être établies entre les parties. Déjà, il y a une phase de négociation. On négocie par rapport au contrat, au type, ça peut être une infrastructure, ça peut être la gestion d'un service public. Donc ici, on négocie au départ. Et puis, sur cette base, les parties sont d'accord et on peut lancer on peut mettre en place le lancement même des travaux. Et maintenant, ici, comment est-ce que c'est l'État qui met des mesures pour protéger le partenaire qui vient travailler avec ça? Peut-être une entreprise qui est dans le on peut parler de semi-public, semi-privé, mais encore ici, c'est l'État qui met tout le cadre. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que, peut-être on ne le mentionne pas assez, les États qui sont en état de conflit,
généralement, les investisseurs n'y vont pas. N'attire pas les investisseurs. Et selon vous, quels sont les défis aujourd'hui auxquels font face, en tout cas, ces types de partenariats que sont les PPP? Il y a beaucoup de défis. Les défis, déjà, sont à la fois structurels, mais aussi, je dirais, aussi physiques. Physique, pourquoi? Parce que j'estime, bon, ce n'est qu'un apport. Je crois qu'il faudrait peut-être que nos États veillent à faire ce qu'on appelle le transfert de compétences. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être miser sur des formations continues pour qu'il puisse y avoir une véritable continuité. Parce que le problème, c'est que lorsque ces entreprises viennent avec leur expertise, il n'y a pas ce transfert qui existe, c'est un, et aussi des difficultés de corruption. Et cela renvoie également à ce que vous disiez dans le cadre de la négociation des contrats. Le transfert de technologie également doit y être inclus pour permettre aux jeunes de ces pays aussi de se former sur ces questions-là. Et docteur Keita, est-ce que vous partagez l'avis aujourd'hui de M. Bolingui qui parle de partenariat public-privé comme un partenariat gagnant-gagnant? Êtes-vous de cet avis en tant qu'économiste? En fait, le problème, c'est qu'il faut peut-être voir le problème autrement. C'est-à-dire que l'objectif, n'est-ce pas, de ces partenariats, c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer tantôt. C'est-à-dire, c'est de permettre à l'État, n'est-ce pas, d'avoir la capacité, n'est-ce pas, de consacrer une bonne partie, n'est-ce pas, de ses recettes, en fait, en tout cas de son budget, à d'autres activités. Mais sans pour autant laisser en compte ce qu'on appelle les priorités. Aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui, le secteur dans lequel intervient le partenariat public-privé aujourd'hui, c'est le secteur de l'énergie, aujourd'hui le secteur des infrastructures. Et que ce sont des secteurs à haute valeur de consommation, n'est-ce pas, en termes de budget. Maintenant, pourquoi c'est gagnant-gagnant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être se dire la vérité. En économie, et le concept qu'on prend toujours, ce concept gagnant-gagnant, mais c'est normal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infrastructure qui est là, qui va être mise en place, va profiter à l'État. Vous savez, le problème de gagnant en économie, ce n'est pas forcément en termes de recettes financières ou en termes de gains financiers. Vous savez, aujourd'hui, quand je prends l'exemple, par exemple, des infrastructures comme, par exemple, le BRT ou le TER au Sénégal, l'important, c'est quoi? On a une infrastructure qui est sur place. Maintenant, peut-être que le coût peut être très très élevé, ce qu'on appelle le coût financier. Mais aussi, il faut voir en fait un coût qu'on appelle le coût social. C'est-à-dire aujourd'hui, le nombre de personnes qui utilisent effectivement ces infrastructures-là, quel est ce qu'on appelle le niveau de satisfaction qu'on peut les avoir. Et ça en partie aussi le problème de la mobilité. Exactement. D'abord, il y a ça. Il y a aussi, aujourd'hui, n'oubliez pas un aspect aussi qui est important, qu'on n'intègre pas ce qu'on appelle l'aspect de la durabilité. Aujourd'hui, par exemple, quand je prends le TER, peut-être qu'ils utilisent moins de carburant. Et puis maintenant, les gens qui devaient prendre les voitures, donc regardez le nombre de voitures qui devaient se déplacer, peut-être de Yamniayo jusqu'à Dakar. S'il y a 500 voitures, quelle est la quantité de pollution que ça peut avoir au niveau de l'atmosphère? Et puis, on a avec le TER qui permet d'économiser tout cela. Donc aujourd'hui, quand on parle de partenariat gagnant-gagnant, il ne faut peut-être forcément pas voir l'aspect surtout financier. Il faut voir l'autre aspect qui sont les aspects les plus importants en termes, par exemple, d'utilisation de la durabilité, n'est-ce pas, dans les finances publiques. Il y a aussi les aspects aussi en termes de satisfaction que ça peut avoir. Donc ça, c'est un aspect. L'autre élément, c'est quoi? Quand on parle également de gagnant-gagnant, il faut voir aujourd'hui, donc ce programme-là, comme je vous ai dit, depuis la post-indépendance, l'indépendance, après le programme d'excellence structurée qui est intervenu, n'est-ce pas, dans les années 80, ces programmes qui ont été initiés par la Banque mondiale et le FMI, c'était pour permettre effectivement à nos États d'avoir ce qu'on appelle la plénitude, n'est-ce pas, du budget, les consacrer à des secteurs prioritaires. Mais l'objectif, c'était quoi? C'était de faire de telle sorte que maintenant qu'il y ait ce qu'on appelle une gestion axée sur les résultats. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est le constat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le privé est à la recherche du profit. Fondamentalement aussi, l'État a un autre objectif. C'est l'objectif du profit, d'accord, mais d'abord, c'est un objectif social. Donc, comme les objectifs ne sont pas les mêmes et que donc les ressources étant rares, donc, la gestion, n'est-ce pas, de ces infrastructures confiée effectivement au secteur privé, on pense que vraiment ce serait beaucoup plus optimal que de confier effectivement à l'État. Donc, oui, donc c'est ça l'avantage qui est là par rapport à ça. Et on reste sur un point. Vous parlez depuis tout à l'heure des avantages sociaux. On reste sur ce point-là face au défi aujourd'hui de lutte contre la pauvreté et à la volonté aujourd'hui même d'un développement inclusif des États africains. Comment aujourd'hui les partenariats publics-privés peuvent aussi être axés ou orientés vers des projets à fort impact sur ces populations-là locales? Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, par exemple, quand je prends un projet comme au Sénégal, parce qu'on parle de façon globale sur l'Afrique, je prends par exemple le projet comme le BRT. Aujourd'hui, le projet comme ça, comme le projet TER, vous avez vu, ça relie effectivement combien de villes? Énormément de villes. Et que donc, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'en termes de gains seulement de temps, et de regarder ce que ça fait. Et que maintenant, toutes les disons, les villes qui sont reliées effectivement par le TER, regardez en termes d'activité économique que cela génère.
L'activité économique que cela génère, donc, ça veut dire que chaque zone maintenant traversée par le terre crée ce qu'on appelle une activité économique. Et cette activité économique maintenant a de l'impact, n'est-ce pas, d'abord sur la consommation, et aussi a de l'impact, n'est-ce pas, sur la production. Donc, vous voyez donc, et que donc ces populations qui sont traversées, donc il y a ce qu'on appelle l'inclusion sociale maintenant, va être réglée. Parce que ces populations qui étaient exclues, n'est-ce pas, de l'activité de production, l'activité de distribution, l'activité, n'est-ce pas, de consommation, donc il y aura de l'activité de consommation qui va être créée tout au long, n'est-ce pas, du trajet, n'est-ce pas, de terre, mais aussi à l'activité de production qui va être créée. Donc aussi, c'est une stimulation, n'est-ce pas, de la croissance économique. D'où l'objectif initial, n'est-ce pas, qui est recherché, n'est-ce pas, dans le partenariat public-privé, c'est quoi? C'est de stimuler la consommation, la production, pour aller vers ce qu'on appelle une croissance saine. Et sur le plan de cette croissance saine, selon vous, Donatien, quels sont aujourd'hui, en tout cas en termes d'avantages, les avantages qu'offrent les PPP pour plus d'efficacité et de compétitivité des services publics? Puisque Dr Keita a rappelé tout à l'heure une chose importante, la vocation première de l'État n'est pas de faire des profits, mais surtout également d'être à l'écoute des populations et de répondre aux besoins de ces populations-là. Pour ce qui est des privés, c'est surtout de faire des profits. Donc, allier les deux aujourd'hui, comment cela peut continuer en tout cas à booster la compétitivité des services publics et leur efficacité? Mais c'est aussi simple. Vous savez, c'est comme, je vais revenir à ce que disait le docteur. En fait, le but ici, ce n'est pas d'écarter les populations, parce que lorsqu'on parle de services publics, qui sont les premières personnes concernées? Ce sont les citoyens. Donc, en fait, l'État ici a l'obligation de créer des mécanismes pour que le citoyen lambda puisse être satisfait. J'aime bien l'exemple du TER ou du BRT. Lorsqu'on prend, mais je vous assure qu'une fois j'ai pris le BRT, c'était juste pour découvrir. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame qui me dit, elle avant, elle allait au travail en voiture, mais elle n'utilise plus son véhicule. Vous voyez déjà que c'est un gros, on gagne en fait. C'est-à-dire on gagne parce que tout le monde voit l'importance et l'utilité même de cet élément-là. Mais au-delà même Et même au-delà des populations, juste une contribution, c'est un gain également pour l'État du Sénégal dans le cadre de ses engagements aujourd'hui au titre de l'accord de Paris pour ce qui est de la réduction aujourd'hui de ses émissions de gaz à effet de serre, Effectivement. puisque je le rappelle, le BRT est à 100% électrique. Effectivement. Et je voulais rajouter aussi, mais au-delà de ça, il y a la création de l'emploi. Vous savez, le cas du TER, par exemple, c'est la CTR travaille en collaboration avec le TER. Vous allez vous rendre compte qu'une grande partie, ce sont des Sénégalais qui sont embauchés, qui sont formés. Et on a d'autres qui font, il y a même des formations en termes de recyclage qui leur permet ici non seulement de travailler, mais d'apprendre davantage, mais aussi à acquérir les compétences adéquates. Donc vous vous rendez compte qu'ici, l'État, ici, étend ses compétences. Bien qu'on va dire que c'est une concession, certes, par exemple, mais ici, l'État gagne. Pourquoi? Parce que l'État appelle une entreprise qui est compétente en la matière. Mais ce qui va être avantageux, c'est que c'est des personnes sur le plan local qui vont gagner en termes de compétences, en termes de plus-value, et cela peut se transmettre d'étape en étape. Donc, on va d'un point A à un point B, et les dons, tout ça, nous sommes tous gagnants. Donatien, on reste avec les avantages dont vous parliez tout à l'heure. Quelle contribution des partenariats publics-privés, selon vous, dans le développement économique, social et même environnemental du continent africain, au-delà de l'exemple sénégalais dont on parle depuis tout à l'heure? Et c'est beaucoup plus vaste, en fait. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand on regarde notre continent, ce partenariat-là, et j'aime bien ce que le docteur a dit, il a dit, ça date pas de maintenant. Depuis l'ère C'est bien ce qu'on est indépendant. c'est un outil très indispensable pour les États. Pourquoi? Ça leur permet à la fois de rentabiliser en termes de temps, et il faut vous rendre compte d'une chose, il y a le délai de livraison. Donc, ce qui fait que lorsqu'on établit, on met en place un contrat, si le délai c'est par exemple 2 ans, vous avez c'est rare dans des cas, il arrive des cas où on ne livre pas à temps, mais la plupart du temps, on livre le produit à temps. Et en même temps, l'avantage, c'est laquelle? C'est simple. Lorsqu'on appelle ces personnes, ils ont l'expertise nécessaire. Donc, il y a un certain temps pour former. Donc là, des gens gagnent. Ça, c'est l'aspect 1. Et l'aspect 2, même dans le social, ça touche de manière directe les populations concernées. Donc, vous voyez qu'en fait, les partenariats publics-privés, je crois qu'il faudrait vraiment, peut-être qu'on y mette encore davantage un accent, parce que ici, le but, c'est que l'État, davantage gagne, et c'est une plus-value à forte valeur ajoutée. Et docteur Keita, comment aujourd'hui davantage développer un écosystème favorable au développement de ces formes de partenariat-là, surtout au niveau de nos États? Au fait, c'est de le faire comprendre la nécessité justement d'avoir ce qu'on appelle ces outils-là. Donc, il faut les intégrer, n'est-ce pas, dans la gestion des finances publiques. Et d'ailleurs, il faut comprendre que dans certains nombres d'États, comme le Sénégal, en tout cas dans les pays de l'UEMOA,
tout ce qui est partenaire public-privé est intégré, n'est-ce pas, dans les outils de gestion des finances publiques. Parce qu'au-delà, n'est-ce pas, du BRT, autre chose, il y a beaucoup de projets en termes, n'est-ce pas, de PPP qui sont financés grâce, effectivement, au système de partenaire public-privé. Peut-être que les populations ne sont pas trop informées. Et même le New Deal technologique lancé dernièrement au Sénégal, une bonne partie également des financements va amener des parties. Parce que c'est intégré, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a internationalisé, effectivement, a interné ce qu'on appelle cet outil de gestion qui est vraiment profitable. C'est pas, effectivement, parce que ça vient des institutions de Bretton, mais quand c'est un outil de gestion efficace, il faut les intégrer parce qu'on est dans un système de raréfaction des ressources. Nos États, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est-à-dire n'ont pas suffisamment de ressources, ne comptent que sur les ressources fiscales et qui ne sont pas suffisantes, n'est-ce pas, pour pouvoir financer effectivement un certain nombre de projets à haute forte valeur ajoutée. Et surtout les projets énergétiques. Aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas un système industriel très développé, en grande partie, c'est lié effectivement à la faiblesse, n'est-ce pas, du système de l'énergie, mais aussi au système de transport. Et donc, c'est des projets sur lesquels, par exemple, aujourd'hui, il y a des bailleurs qui ont suffisamment de ressources, n'est-ce pas, qui peuvent financer et qui ont de l'expertise dans ce domaine-là. Ils veulent être ce qu'on appelle les garants. Donc, c'est-à-dire, ce que l'État fait, c'est de les céder effectivement à la concession. Et donc, c'est pour permettre, n'est-ce pas, de bénéficier effectivement de l'expertise, n'est-ce pas, de ces entreprises-là dans ces modèles de gestion. Donc, c'est tout bénéfique pour l'État et aussi pour le secteur privé qui veut, n'est-ce pas, fructifier effectivement son modèle. Et j'aimerais vous interpeller d'ailleurs sur l'exemple d'un autre pays qui mise beaucoup sur ce modèle de financement-là, de partenariat public-privé. Je veux bien sûr parler du Maroc, qui combine aujourd'hui des PPP d'envergure avec la construction de lignes à grande vitesse et la construction également d'aéroports à travers lesquels ils misent sur les PPP, le tout grâce à des réformes sur des objectifs alignés aujourd'hui sur la durabilité. Quelle lecture aujourd'hui faites-vous du modèle ou de la stratégie marocaine qui allie incitation fiscale, loi sur les PPP depuis 2014 et réformes structurelles? Justement, quand je vous parlais, n'est-ce pas, de modèle de réussite, c'est-à-dire, je voulais faire allusion effectivement au Maroc, qu'aujourd'hui, qui a fait un modèle d'industrialisation structurant, n'est-ce pas, qui est basé, n'est-ce pas, sur le PPP. C'est un modèle de réussite. Il y a d'autres modèles, hein, je parlais de l'Afrique du Sud, mais en tout cas, les autres pays de l'Afrique au sud du Sahara, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, doivent beaucoup s'inspirer, n'est-ce pas, sur le modèle marocain qui a permis effectivement de stimuler effectivement un nombre d'investissements beaucoup plus important, ce qui les a permis aujourd'hui à l'État de se concentrer sur les secteurs essentiels. Les autres secteurs, les expertises qui viennent, n'est-ce pas, d'étrangers, peut-être pour 10 ans, 20 ans, permettront effectivement à long terme d'avoir ce qu'on appelle transfert de compétences, comme on dit tout à l'heure, mais également avoir des infrastructures qui vont rester et qui vont être comme si c'était l'État qui l'avait mis en place. Donc, parce que à la fin, n'est-ce pas, de PPP, c'est quoi? C'est de vous confier la concession d'une infrastructure publique pour une longue période, 20-10 ans, et que le partenaire privé rentre dans ses fonds au-delà de ces 20 ans, et puis maintenant, l'infrastructure revient à l'État. Et à la fin, l'infrastructure revient à l'État, une autre infrastructure également. Son développement est nécessaire sur le continent africain, à savoir les infrastructures technologiques, afin de tirer le plein potentiel du développement de l'intelligence artificielle. Comment faire de l'intelligence artificielle un accélérateur de croissance économique sur le continent? C'est la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Et Donatien, que vous inspire cet intérêt de plus en plus croissant des pays africains pour ces technologies-là que représente l'intelligence artificielle? Donc je vais dire tantôt que cet intérêt est d'autant plus important parce que déjà, le continent ne doit pas être en marge. Hein, et de deux, c'est un outil aujourd'hui très indispensable dans tout ce qui concerne le numérique et l'avancement même des technologies. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse. Alors, tantôt, lorsque John McCarthy lance sa rencontre organisée aux États-Unis en 1956, c'était une rencontre liée à la recherche sur l'intelligence artificielle. Et ici, ils ont mis en avant ce on va appeler le machine learning et le deep learning. Donc, le but ici, c'est de mettre un accent sur la science de l'intelligence artificielle. Et ça a créé, par cette entremise, une nouvelle forme d'étude qu'on va appeler la science des données. Et ça met en avant l'informatique, aujourd'hui, qui est un élément important, dans lequel on doit maximiser sur le continent. Et on doit aussi mettre des systèmes de gestion de données. Parce que l'intelligence artificielle, en un mot, c'est quoi? C'est une étude que l'homme a menée pour essayer d'emmener la machine à imiter l'homme dans son raisonnement. Aujourd'hui, c'est tellement utile qu'on ne peut pas
être en marge de cet axe. Imiter l'homme dans son raisonnement et de façon même beaucoup plus poussée. Et pour exploiter aujourd'hui le plein potentiel de l'IA, cela requiert également le défi des données. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, produire nos propres données, mais également développer de l'infrastructure numérique appropriée. Le partenariat public-privé pourrait-il aujourd'hui être considéré comme une alternative pour le financement aujourd'hui de ce type d'infrastructure? Bien sûr. Partenariat public-privé, vous savez, j'ai bien aimé lorsque le docteur Keita, je veux toujours revenir à ça parce que c'est des évolutions. Mais il faut tenir compte qu'on parle ici des grandes infrastructures. Et qui dit intelligence artificielle, on parle des data. Les data demandent beaucoup de données et ça demande aussi des gros sous. Ça demande énormément d'argent. Donc ça peut être aussi un partenariat avec l'État, mais encore là, il faudrait que ça soit vraiment encadré par des spécialistes en la matière. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont intervenir, à la fois des ingénieurs en informatique, en codage, et même aussi des juristes et même des économistes, parce qu'il faudrait que chacun ait son apport pour permettre de donner une ligne directrice dans ce sens. Et selon vous, docteur Keita, ce modèle de financement dont on parlait depuis tout à l'heure, le partenariat public-privé, pourrait-il constituer une alternative fiable et durable pour le financement des infrastructures technologiques nécessaires pour le développement de l'IA sur le continent? Merci. En fait, la question, elle est intéressante parce que quand on dit partenariat public-privé, l'intelligence artificielle, il y a un lien. Parce que quand je dis encore l'intelligence artificielle, donc je reviendrai tout à l'heure sur le point de vue développé par mon collègue, mais ce que je vais vous dire, quand on parle partenariat public-privé, c'est un nouveau modèle de gestion publique. Je dis, bon, quand je dis nouveau, peut-être c'est depuis les indépendants, je vous ai expliqué. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est quoi? C'est que c'est à l'Afrique, justement, de prouver quelle est la capacité aujourd'hui de ne pas être en marge par rapport à l'évolution de la société. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation constitue effectivement le nez, n'est-ce pas, de gestion de toutes les économies modernes de nos jours. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, il y a des travaux aujourd'hui que l'individu faisait pendant 24 heures, 72 heures, avec l'intelligence artificielle à partir d'un seul clip. D'abord, il y a un gain de temps qui est là. Oui, donc c'est important. Donc le gain de temps, c'est que vous allez consacrer le maximum de temps à faire d'autres activités qui sont des activités qui peuvent vous rapporter beaucoup plus. Mais ce n'est plus la peine de se mettre là. Une certaine autonomisation. Une autonomisation. Matérielle. Justement. Maintenant, donc le problème maintenant fondamental, c'est quoi? Justement, c'est là qu'il va maintenant avoir l'intérêt, n'est-ce pas, de partenariat public-privé. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en matière de partenariat public-privé aussi, les partenaires cherchent effectivement à injecter des fonds pour lesquels ils ont un intérêt. C'est pourquoi quand on parle de gagnant-gagnant, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un défi qui est aujourd'hui lancé à l'Afrique, disons d'être ce qu'on appelle capable d'attirer ce qu'on appelle les capitaux qui vont investir dans ce domaine-là. Aujourd'hui, par rapport à l'intelligence artificielle, n'oubliez pas, il y a de cela moins d'un mois, il y a eu une conférence qui s'est tenue en France, où l'État français a levé des centaines de milliards d'euros, n'est-ce pas, pour financer, disons, toute une ville, n'est-ce pas, pour la transformation, n'est-ce pas, de l'intelligence, parce que c'est un enjeu important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas être en marge, n'est-ce pas, d'une telle initiative. Parce qu'aujourd'hui, quand un phénomène est lancé, donc vous pouvez lancer effectivement des startups, comme il l'a dit, le machine learning, le deep learning, c'est-à-dire pour pouvoir faire les recherches. Aujourd'hui, on a des étudiants dans les écoles de formation qui sont des spécialistes dans le domaine, en deep learning, tout comme en machine learning. Mais aujourd'hui, ça manque de moyens. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des big data, c'est des données. Donc aujourd'hui, nous n'en avons pas. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? C'est de capter des fonds dans ces domaines. Donc l'État, justement, a une responsabilité. Donc les États africains, je parle globalement, pour pouvoir orienter effectivement les fonds, n'est-ce pas, vers ces secteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, nous ne fixons pas, nous ne trompons pas d'objectif. Les bailleurs investissent dans un secteur, ce qu'on appelle le retour sur investissement est beaucoup plus rentable. Donc maintenant, ils vont trouver rentable peut-être pour aller investir dans les technologies, la digitalisation en Europe, où le développement est beaucoup plus avancé, que de venir, n'est-ce pas, dans des pays où on est encore au balbutiement, n'est-ce pas, dans le secteur des technologies. Donc par conséquent, ce n'est pas le même enjeu. Aujourd'hui, vous avez vu que, par exemple, pour le financement, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle, c'est les pays arabes qui ont investi en France. Aujourd'hui, qui est-ce qui va investir en Afrique? Donc, il faut qu'on les donne les avantages. Comme le modèle que vous avez expliqué, le modèle marocain tout à l'heure que je vous ai expliqué, ça peut être un atout fondamental en matière d'abord des priorités qu'ils vont accorder, d'abord en matière d'investissement, en matière fiscale, et d'autres avantages qu'on va leur donner pour les permettre, n'est-ce pas, de capter des fonds vers ces secteurs-là. Aujourd'hui, ces secteurs, c'est en matière de réformes structurelles nécessaires. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de la France. Le continent africain va également accueillir aussi un grand événement sur l'intelligence artificielle prévu à Kigali au Rwanda. Et nous restons encore sur ce point. Selon des études de Goldman Sachs et McKinsey, l'intelligence artificielle
artificielle pourrait permettre d'autonomiser des millions d'emplois à travers le monde. 14% également des employés dans le monde devront aussi changer de carrière d'ici 2030 en raison de cette numérisation-là. Ainsi, l'IA représente-t-elle, selon vous, une menace donc, pour le secteur de l'emploi? Mais ce qui a été dit par Goldman Sachs a été déjà dit en 1935 par une économiste, ce qu'on appelle la destruction constructive. C'est-à-dire que l'innovation, la destruction, c'est-à-dire quand il y a une innovation, ça va détruire des emplois et ça va créer de nouveaux emplois. Et c'est dit en économie, c'est déjà prévu depuis 1936. C'est ce qu'on appelle la destruction constructive. C'est-à-dire quand il y a des innovations, forcément il y a des emplois qui étaient là, qui se faisaient, bon, détruits par rapport à de nouveaux emplois. Aujourd'hui, il y a c'est-à-dire, on a estimé, il y a des milliers d'emplois qui vont être supprimés. Pourquoi? Parce que c'est des emplois aujourd'hui qui étaient liés effectivement à un certain niveau de réflexion mécanique. Justement, il a dit, le machine learning, c'est quoi? C'est de pouvoir être capable de remplacer les individus, n'est-ce pas, à un certain nombre de tâches mécaniques. Maintenant, la machine est capable de le faire, vous la programmez, elle le fait pour vous. Donc maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, on doit pouvoir être capable de s'adapter par rapport à l'évolution du monde. C'est fondamental. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ici, les estimations qui ont été faites, ça a été déjà fait depuis 1900. C'est pourquoi les gens ont peur de l'IA. Vous avez vu, donc, quand je dis des métiers comme la santé, des métiers comme le dentiste, les métiers comme, par exemple, les traducteurs, mais c'est des métiers qui vont disparaître. Les métiers comme les agents d'accueil, par exemple, des banques, c'est des métiers qui vont disparaître. Les métiers, je vous dis, par exemple, comme les métiers de comptables aujourd'hui, qui sont des économistes aujourd'hui, ces métiers vont disparaître parce qu'il suffit juste d'amener les états financiers, n'est-ce pas, au niveau de l'IA, ils t'analysent, ils te donnent les résultats. Encore bon, n'est-ce pas, d'avoir un financier que tu vas payer à la fin de chaque mois de 700 000, 800 000, d'autant plus que la machine, un seul clic, te donne tous les résultats possibles. Vous avez vu maintenant, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte. Et ça a été dit. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est pourquoi je dis donc, il y a un travail d'innovation qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et nous reviendrons tout à l'heure sur le travail d'innovation. Vous parlez de métiers qui risquent de disparaître. Je me rappelle que dernièrement également à Abidjan, à l'aéroport d'Abidjan, au salon d'honneur, ils ont eu à tester aujourd'hui un robot serveur, un robot aujourd'hui qui faisait le tour des clients qui sont au niveau du salon d'honneur attendant leur vol pour leur servir aujourd'hui leurs commandes. Mais pour aller beaucoup plus loin, si vous allez aujourd'hui à l'aéroport d'Ottawa au Canada, pratiquement, c'est le robot qui vous font tout ce qui est service, disons, de contrôle et ainsi de suite. Donc, vous avez vu que donc, là où ils sont arrivés, nous, on va aller, vous savez, dans certains supermarchés aujourd'hui, par exemple en Chine, aujourd'hui, vous rentrez dans tout un supermarché de combien d'hectares, il n'y a pratiquement personne. Tout c'est fait par la machine. Donc, vous avez vu un peu l'enjeu, mais ça nous permet aux entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier une chose. L'entrepreneur est à la recherche du profit. C'est ça qui intéresse l'entrepreneur. Donc, ces innovations constituent un élément important pour ces entrepreneurs de maximiser davantage. Et que donc, maintenant, le social va disparaître fondamentalement. Donc, il faut qu'on ait ce qu'on appelle la capacité, n'est-ce pas, de faire la synthèse entre les deux, le social et l'humain, pour qu'on puisse aller de l'avant. D'où la nécessité de s'adapter. Et à côté de cette menace aujourd'hui, comment l'intelligence artificielle donatien représente également une opportunité pour davantage créer d'emplois aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur des services ou dans d'autres secteurs? Bon, déjà, c'est un gros atout. C'est un gros atout, c'est-à-dire, je crois que, comme a dit le docteur Keita, en fait, ce qu'il faut comprendre, l'intelligence artificielle, vous savez, on parle des données, peut s'adapter à n'importe quel domaine. Et moi, j'ai bien aimé lorsqu'il a dit la déconstruction pour construire. Pourquoi? Parce que nous, construction constructive, la déconstruction constructive. Pourquoi c'est intéressant? Parce que il faudrait que l'homme soit capable de se recycler. Et l'intelligence artificielle vient avec des nouvelles capacités. Mais ici, il faudrait que nous, on se fasse former. Donc, il y a des emplois, je suis d'accord qu'il y a des emplois qui vont disparaître, mais il y a une adaptation qui peut être mise en place, et ce qui fait que des gens vont devoir se faire former à nouveau pour apprendre comment l'outil fonctionne, parce que cet outil-là a plusieurs on va dire quoi, variantes, c'est-à-dire plusieurs branches. On peut se former en sens des données, on peut se former en décryptage, et donc ça, il y a tout ça à l'intérieur, mais il faudra se faire former. Donc, il y a davantage, il y a cet avantage à se faire former, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine, même dans le social, on peut utiliser l'intelligence artificielle, donc c'est beaucoup plus vaste en fait. Aujourd'hui, vous parlez du domaine de la nécessité autant pour moi de se faire former. Et Est-ce que cela n'invite pas aussi à revoir nos curricula, c'est-à-dire les curricula de formation aujourd'hui, afin de les adapter à la demande du marché de l'emploi? effectivement, il faut qu'on revoie les curricula. Vous savez, j'ai regardé un petit document, ça peut trop sur quelle plateforme, et je pense qu'on parlait du premier bébé né en 2025. Et on disait que cette génération, ils ont dit que, ouais, que c'est la génération, un peu la génération Z. En fait, ces enfants-là ils viennent typiquement dans un monde où ce sera l'intelligence artificielle. Mais donc, si nous, si on veut s'adapter,
il faut bien qu'on suive le rythme. Et les formations, de plus en plus, il faudra aussi que dans nos universités et dans nos écoles, on adapte aussi. C'est-à-dire qu'on essaye, et j'ai aimé, comme le docteur a dit là, je parlerai du juste milieu entre le social, faire la synthèse entre le social et ce domaine-là, pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre, c'est possible. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, comme cette génération Z dont vous parlez, est-ce qu'il ne faudrait pas penser également à une éducation de cette génération à l'usage aujourd'hui de ces outils numériques, puisqu'on voit aussi beaucoup de dérives liées à l'usage de ces outils-là. Oui, je crois encore qu'ici, là, par contre, on reviendra à l'État. C'est le rôle responsable de l'État. Je pense qu'il faut qu'il y ait des vrais régulateurs parce que vous vous rendez compte que s'il y a un véritable laisser-aller, on va vers une déchéance. Donc, il faut que l'État mette des mécanismes en place, des mécanismes de contrôle, de gestion. Et peut-être que les parents aussi doivent s'intéresser. Vous savez que les parents, quand plus on avance, certains parents sont, on peut dire, restés dans le passé, mais il faut qu'ils s'intéressent peut-être pas à toute l'ampleur de la chose, mais aux bases, de sorte à suivre les enfants. Parce que les enfants sont plus... Aujourd'hui, la génération qui vient, ils sont plus adonnés aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle. Donc, il faudra permettre à ce que... On peut les laisser grandir dans ça, mais il faut les canaliser. Les préparer une certaine éducation à l'usage de ces outils-là. Et comment l'Afrique pourrait tirer son épingle du jeu, Dr Keita? On en revient à la question des données. Aujourd'hui, pour la plupart de nos données, ce n'est pas stocké aujourd'hui sur nos propres serveurs, ce n'est pas stocké par exemple, dans nos États. C'est stocké ailleurs à des centaines de milliers de kilomètres de chez nous. Je parle plus de cette souveraineté numérique. Oui, mais justement, c'est là que je vous dis, justement, il faut qu'on investisse. C'est là où le partenariat public-privé a tout son pesant d'or. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la plupart de nos données sont stockées, n'est-ce pas, quelque part où on ne contrôle pas. Mais c'est grave, c'est gravissime parce qu'aujourd'hui, mais comment pouvez-vous avoir une souveraineté numérique, par exemple, où dans un pays, on n'a même pas de site Internet? Par exemple, tous les sites, c'est FR, ainsi de suite. Déjà, c'est le premier problème. Donc, d'abord, comme je vous ai dit, il faut investir. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut avoir une base de données. C'est-à-dire, c'est les big data. Aujourd'hui, on va avec ce qu'on appelle les big data. Il faut investir. Aujourd'hui, l'investissement dans les partenariats publics-privés, comme je dis dans les pays, c'est des centaines de milliards aujourd'hui de dollars que les gens investissent pour avoir des bases de données, pour la construction d'abord. Maintenant, donc ça demande effectivement qu'aujourd'hui, que nos États prennent comme priorité justement la construction de ces bases de données. Et lorsque ça serait fait, ça c'est une étape, la première étape plutôt. Maintenant, la seconde étape, c'est maintenant dans l'éducation. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir. Je ne dirais pas forcément qu'il faut changer de culture, mais il faut qu'on s'intéresse à la réalité. Vous savez, il ne faudrait pas que le train de l'histoire, n'est-ce pas, que l'Afrique soit toujours rater le train de l'histoire parce que ça nous est arrivé beaucoup. Donc, à chaque fois quand il y a des innovations, nous, on est à peu près 30 ans, 40 ans en retard par rapport aux innovations. Ça veut dire qu'avant qu'on attrape ces innovations-là, les autres ont dépassé ce niveau-là. Aujourd'hui, vous avez constaté que lorsque, par exemple, aujourd'hui, la guerre entre l'Europe et la Chine, qu'est-ce qui s'est passé là avec les Américains? Les Chinois ont créé ce qu'on appelle une intelligence artificielle, n'est-ce pas, de quelque temps, Dixit qui est venu, n'est-ce pas, concurrencer effectivement ChatGPT, que l'on considère comme étant ce qu'on appelle la référence. Pourquoi? Parce que les Chinois travaillent dans l'ombre. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire justement? Je pense qu'aujourd'hui, la conférence qui doit être tenue au Kenya, qu'elle soit la bienvenue, que nous travaillons, n'est-ce pas, ce qu'on appelle sur quelque chose de structurel. Pas forcément quelque chose, n'est-ce pas, de conjoncturel. C'est le problème de l'Afrique, on travaille de façon conjoncturelle. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se passe, on fait des sommets, on essaie de voir exactement ce qu'il faut faire, et puis derrière, effectivement, tout est laissé aller. Mais ce qu'il faut faire par conséquent, c'est de travailler de façon structurelle. Quelle est ce qu'on appelle la structure, n'est-ce pas, pour avoir une souveraineté numérique, il faut avoir les bases de données. Et pour avoir ces bases de données, il faut investir, n'est-ce pas, dans les fibres, n'est-ce pas, en tout cas, il faut qu'il y ait de l'investissement à long terme, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Docteur Keita, ce que vous dites depuis tout à l'heure est intéressant. J'aimerais vous interpeller sur un point. Est-ce que cela n'appelle pas aujourd'hui à développer des solutions, en tout cas technologiques, qui répondent mieux à nos réalités, puisque nous l'avons vu au tout début aujourd'hui d'Internet et des réseaux sociaux qu'on voyait. Beaucoup également de jeunes Africains se sont lancés dans la création aujourd'hui de leur propre réseau social. Mais le souci est qu'on avait comme l'impression que c'était des réseaux sociaux calqués sur celle-là, autant pour moi, qui existait déjà. Donc, est-ce que cela n'appelle pas à développer des solutions qui répondent mieux à nos réalités avec nos propres données? Mais justement, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de souveraineté numérique, c'est d'avoir ce qu'on appelle des contenus numériques basés et tropicalisés, j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui sont basés sur les réalités africaines. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure on a parlé de l'éducation. C'est important parce que si nous voulons éduquer nos enfants, aujourd'hui, les enfants qu'on appelle la génération Z,
Il ne faudrait pas que ces enfants de la génération Z évitent effectivement des comportements, n'est-ce pas, qui viennent de France, qui ne sont pas calés effectivement avec nos réalités économiques, nos réalités sociales. Donc aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui pour qu'il y ait le rôle de régulateur que l'État doit jouer, mais aussi le rôle également fondamental, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait un contenu basé sur les réalités africaines. Ça nous permettra quoi? De consommer local. C'est extrêmement important. Et quand on consommera local, on va pouvoir véhiculer effectivement les réalités locales. Aujourd'hui, le numérique doit nous permettre aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, vous avez parlé de l'inclusion sociale. Je peux comprendre aujourd'hui, quand je dis, j'avais fait une réflexion effectivement dans une région comme Pékin par exemple, vous allez voir effectivement, il y a des artisans, il y a des infrastructures qui sont là, il y a ce qu'on appelle des éléments pour lesquels, par exemple, s'il y avait ce qu'on appelle ce système d'intelligence artificielle, lorsque vous êtes dans ces banlieues-là, par exemple, vous avez besoin de manger, vous avez besoin d'un restaurant, il suffit juste de caler, cliquer quelque chose, on vous oriente. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui peut. Donc, vous avez vu, donc l'avantage, c'est quoi? Si nous menons effectivement notre intelligence artificielle calée, n'est-ce pas, sur le territoire français, nous pouvons perdre ce qu'on appelle ce manque à gagner énorme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça doit être un élément disons, d'inclusion sociale. Donc, il nous faut une gestion intelligente, n'est-ce pas, de nos régions, de nos banlieues. Vous pouvez effectivement... Déjà, de plus en plus, également, il y a des Sénégalais qui proposent ce genre de plateforme. Je me rappelle juste au Sénégal, il y a un Sénégalais qui a développé une plateforme pareille qui réunit aujourd'hui tout ce qui est hôtel également, restaurants et autres lieux de loisirs qui peut être téléchargé sur des plateformes comme App Store et Play Store qui permet aujourd'hui aux Sénégalais de mieux connaître leur propre pays, de découvrir quels sont les sites historiques, leur histoire, les restos ouverts et de plein d'autres opportunités offertes également. Comme pour dire que ce sont des solutions aussi que des jeunes proposent déjà, peut-être plus les adapter, comme vous l'avez dit, à certaines localités, que ce soit surtout au niveau local, pour permettre à ces jeunes-là de la banlieue d'avoir aussi accès à ces opportunités-là. Et j'aimerais interpeller Donatien sur un point là. Comment l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait contribuer à aussi créer de nouveaux emplois, notamment aujourd'hui dans des secteurs plutôt comment l'intelligence artificielle plutôt peut faciliter la transformation aujourd'hui des économies africaines. Comment elle pourrait contribuer à transformer les économies africaines? Mais l'intelligence artificielle peut contribuer de plusieurs manières. Déjà, vous savez que dans nos économies, déjà la base de l'économie, c'est l'homme. On a besoin des hommes. Donc, on peut prendre l'intelligence artificielle comme un catalyseur pour faire certains types de travaux. Après, ça dépend des domaines parce que vous savez, moi j'ai aimé ce que le docteur Keïta a dit lorsqu'il a parlé de contextualiser. Parce que le problème, c'est pas juste de prendre et vouloir faire, mais le problème, c'est au niveau de prendre et adapter à notre réalité. Parce que l'économie africaine, c'est pas l'économie européenne, c'est pas l'économie asiatique ou américaine, dans notre contexte à nous, mais on peut l'améliorer, mais on fait quoi? On prend l'intelligence artificielle, on le contextualise, et on met des formations en place, mais on peut mettre un suivi sur mesure en fonction du secteur d'activité. Par exemple, les artisans peuvent en avoir besoin. Ils peuvent en avoir besoin. Même lorsqu'on rentre dans le cadre de la santé, on peut en avoir besoin, même dans les établissements, dans les écoles. On peut en avoir. Donc, il faudra tenir compte du fait qu'on doit aussi contextualiser dans le domaine. Et puis là, on va aussi tenir compte des réalités propres au secteur d'activité. Et cela en revient également à la question des données, puisque pour développer de l'intelligence artificielle, il faut également la question des données. Comment arriver à produire davantage de données qui nous soient propres pour alimenter ces intelligences-là? Bon, moi, je vais rejoindre encore Dr Keïta. Il a dit qu'il faut investir. Et ça demande des gros sauts parce que, vous savez, moi je suis d'accord lorsque vous avez parlé du serveur, où vont les données? Ce n'est pas nos serveurs à nous. Et donc là, l'État, là on revient encore dans les partenariats publics-privés, il faut qu'il y ait des vrais investissements, déjà pour construire des structures adéquates et adaptées, pour mettre en place des mécanismes pour déjà recueillir les données et les traiter. Et comme ça, on aura des données propres à nos réalités. Et est-ce que le renforcement aujourd'hui de la coopération ou l'harmonisation des cadres juridiques entre États africains aujourd'hui peut faciliter cela, c'est-à-dire la production de ces données purement africaines? Bien sûr. Africaines. Bien sûr. Donc, ce serait nécessaire aussi de renforcer cette coopération ou bien cette collaboration entre États africains. Et Dr Keïta, comment l'élaboration des stratégies nationales ambitieuses en matière d'IA avec des objectifs chiffrés et un financement dédié peut contribuer aujourd'hui à développer le plein potentiel de ce secteur-là? Justement, comme je vous ai dit, nos États doivent intégrer dans les stratégies nationales de développement, au Sénégal comme dans les autres pays, n'est-ce pas, le développement, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle. Parce que c'est devenu, comme de la mondialisation, c'est devenu un phénomène incontournable. Maintenant, pour cela, il faut que nos États les intègrent comme étant des politiques publiques.
c'est-à-dire d'autant plus comme la politique fiscale doit être comme une politique publique pour permettre, n'est-ce pas, d'abord de capter en termes de ressources financières venant de l'étranger à partir, n'est-ce pas, de partenaires publics-privés, mais également en termes d'innovation dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion, n'est-ce pas, de nos données publiques. C'est important. Je vous ai parlé aujourd'hui dans le cadre, n'est-ce pas, de la territorialisation pour le cas du Sénégal, par exemple, des pôles de développement aujourd'hui. Quand je vous parlais de la banlieue, parce que c'est des études que nous avons menées, il y a par exemple des infrastructures qui sont là, il y a ce qu'on appelle des artisans, il y a ce qu'on appelle des coordonnées, il y a des corps de métiers qui existent dans ces banlieues-là et qui sont méconnus, n'est-ce pas, des gens qui sont là. Vous allez voir, par exemple, une entreprise, par exemple, qui est dans les BTP, qui est dans les qui cherche, par exemple, ce qu'on appelle un designer, il quitte banlieue, par exemple, quitte Pékin pour venir jusqu'en ville pour chercher. Est-ce que donc, par conséquent, si l'intelligence artificielle, si par exemple la technologie, si par exemple la digitalisation, n'est-ce pas, était mise en place, en mode d'un seul coup, Une pertinente solution aujourd'hui pour mieux interconnecter suite à cette étude-là que vous avez menée dans la banlieue sénégalaise, plus particulièrement dans la banlieue de Dakar aujourd'hui, à davantage interconnecter ces artisans et autres travailleurs aussi pour leur permettre de davantage coopérer ou collaborer entre eux et développer davantage d'opportunités. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Souleymane Keita. Vous êtes enseignant-chercheur, également spécialiste en économie des finances publiques. Toujours le même plaisir de partager ce plateau avec vous. Donc le plaisir est pour moi en tout cas de toujours venir ici, partager mes expériences, nos études que nous avons eu à faire, n'est-ce pas, dans les domaines bien posés. Merci également à M. Donatien Boulingui pour votre disponibilité, votre première participation au débrief. Merci quand même pour la disponibilité. Ça a été aussi un plaisir de partager ce plateau avec tout ce monde. Je rappelle que vous êtes juriste, consultant, également analyste. Merci encore. Merci encore. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.